Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le jeudi 18 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Une fois encore, des agriculteurs bloquent leurs chambres pour alerter l'administration. En cause, une aide non versée à quelques 700 éleveurs. Urgence à l'hôpital, les infirmiers lancent une alerte sur le manque criant de moyens au bloc opératoire. Quelle terre battue pour battre les Canadiens? À 15 jours de la Coupe Davis, la dernière couche est posée sur le cours du Vélodrome. Le journal, Aurélie Ronge. Et on commence avec cette actualité sociale chargée. Aujourd'hui, en Guadeloupe, les éleveurs de bovins ont bloqué ce matin l'accès à la chambre d'agriculture de convenance à Baie-Mahault. Leur revendication, la prime à la vache allaitante. Certains d'entre eux n'ont pas reçu cette aide européenne pour l'année 2015. Ils ont rencontré en fin de matinée les services de l'État. On fait le point tout de suite avec Muriel Barlagne. Ils sont venus très tôt bloquer l'entrée de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ce matin. Les éleveurs de bovins ont signifié ainsi leur ras-le-bol. Déjà très affectés par la sécheresse de 2015, ils comptaient sur l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant. Elle s'élève à 250 € par vache, mais depuis décembre, certains d'entre eux n'ont rien vu venir. Nous pas rien encore. Nous surendettés, la banque a créé toute la journée. Sécurité sociale nous-mêmes, la plupart des monades nous coupé. Il y a là dans voiture, pas d'assurance ni contrôle technique, caoutchouc lisse, parce que pas de l'argent pour faire ça. C'est la DAF, la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui se charge de traiter ces demandes. L'agence de services et de paiement, au niveau national, fait les versements. Les éleveurs ont souhaité les rencontrer aujourd'hui sur place pour régler le problème. Joint par Patrick Célin, le président de la Chambre d'agriculture, ces services de l'État ont accepté une réunion en fin de matinée. L'occasion d'expliquer les raisons du retard de paiement sur certains dossiers. Alors le paiement des aides aux vaches allaitantes se fait en deux périodes. Il y a un premier lot de paiement qui est fait pour toutes les demandes formulées avant le 15 mai de l'année 2015. Plus de 1123 agriculteurs ont reçu cette aide au mois de décembre 2015. Par contre, l'ensemble des dossiers qui ont été déposés au-delà de la date du 15 mai, voire tardivement après le 15 juin, ainsi que les agriculteurs qui ont fait l'objet d'un contrôle par l'agence de services et de paiement. Pour cette deuxième catégorie, ça représente à peu près 700 dossiers, le paiement intervient dans une deuxième phase, qui intervient en général en début d'année suivante. Viennent s'ajouter à cela des problèmes informatiques qui ralentiraient le traitement des dossiers, sans parler d'un contexte difficile au niveau national, où les services seraient occupés à apporter des mesures correctives lourdes aux déclarations de surface. De leur côté, les éleveurs de bovins ne peuvent plus attendre. Ils ont demandé une date précise pour recevoir leur versement. La proposition qui leur a été faite ne leur a pas plu. Pour moi, ça n'a pas abouti à rien. C'est j'ai quoi fait tête en nous. Nous, quand nous fait, il dit à dans un mois, passer à dans un mois. C'est ça la réponse à eux. Alors là, nous reprenons notre rendez-vous avec eux. Et lundi à 11h à Dotemao. Et là, on pense que notre réponse est sérieuse. Parce que nous sortons dans une grande épreuve là, et puis on va faire nous ça. Ça vraiment méchant de Parayo. La réunion prévue lundi prochain à l'antenne de la DAF de Dotemar permettra peut-être d'annoncer une date plus rapprochée pour le paiement de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant. Autre mouvement, celui du personnel des blocs opératoires du CHU de Pointe-à-Pitre, un débrayage depuis hier pour dénoncer leurs conditions de travail qui auraient des conséquences sur les patients. Alors ce mouvement prend fin ce soir. Véronique Courtois est secrétaire générale adjointe UTS-UGTG. Elle revient sur leurs revendications avec Éric Pommier. Personnel à le bloc opératoire débrayé hier parce qu'il y a un manque de matériel qui est considérable au bloc opératoire, et tant au niveau de petits matériels, des gros matériels, qui a fait que les interventions sont systématiquement repoussées. Et personnel n'y aura le bol parce que ça fait des années que ça a duré et que la situation de CHU est en péril de jour en jour. Donc, il a décidé de dire stop là pour que l'administration puisse prendre responsabilité à eux face à la prise en charge du malade. La direction qui répond que l'hôpital n'a pas ni l'argent, mais
Mais il n'y a pas parce que l'hôpital n'a pas ni l'argent qu'il faut nous mettre en danger la sécurité du malade. Donc, nous avons une réunion après-midi là, à midi avec la direction du CHU et ainsi avec le personnel du bloc pour nous mettre en demeure de prendre responsabilité à eux et d'acheter ça qu'il faut pour nous prendre en charge le malade de manière optimale. Sans débrayage pour le moment, là, il n'y a que les interventions d'urgence qui a fait, les interventions programmées stoppées. Donc, il faut que la direction, le personnel en réponse très rapidement. Nous avons constaté qu'il y a manqué des vis pour opérer les malades qui ont vis. Pas ni bétadine, elle là, pas ni papier, surtout pour suivre meilleur. Donc, mais c'est l'état général à l'hôpital là, tout service en l'hôpital là, nous avons un manque crucial de matériel. Et pour un bloc qui a opéré, nous, c'est des vies quand même que nous avons sauvées dans un bloc, ça n'est pas acceptable, c'est inadmissible. Et pour l'instant, seule une solution a été trouvée pour les problèmes liés à la pharmacie. Le travail reprendra normalement demain, mais des groupes de travail doivent être mis en place pour résoudre les autres points soulevés par les syndicats. Refermons cette page sociale avec la mobilisation depuis hier des enseignants du collège de Petit-Bourg. Ils protestent contre des suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine. Une délégation de 7 personnes, dont 2 parents d'élèves, a rencontré en fin de matinée le secrétaire du rectorat de l'Académie de Guadeloupe. Selon l'intersyndicale, ces suppressions de postes vont avoir des conséquences sur les élèves. À l'issue de cette réunion, c'est toujours le statu quo. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Laurent. Il est enseignant au collège de Petit-Bourg et membre de l'intersyndicale. Il est interrogé par Julien De Kuyper et Quentin van der Stichelen. Et là, on a eu l'impression de revivre la même réunion qu'on a eue hier encore avec les inspecteurs de vie scolaire et il n'en est rien sorti. C'est-à-dire qu'on nous propose encore des réunions, des réunions de travail, etc., et aucune réponse concrète, ni au niveau, ni en termes d'effectifs. Donc nous, il ne nous reste pas beaucoup de choses à faire, hein. Nous, on va fédérer les autres établissements qui ont le même problème que nous. On va aller les voir, on va les solliciter pour qu'une fois pour toutes, on règle ce problème de sureffectif qu'il y a dans ce bassin Petit-Bourg-Bémao, pour qu'une fois pour toutes, on nous donne des solutions pérennes, à savoir la construction de nouveaux collèges et la prise en compte des réalités concrètes des différents établissements pour un meilleur suivi pédagogique des élèves. Quand on regarde le tableau d'absence des enseignants, il est rempli tout le temps. Les enseignants, au bout d'un moment, c'est des personnes. Au bout d'un moment, ils explosent. Et c'est ce qui se passe actuellement dans notre collège. Les collègues prennent de plus en plus de congés maladie. Les collègues qui n'ont jamais, que je connais depuis pas mal d'années, qui n'ont jamais eu d'absence en termes de congés de maladie, et bien là, ils sont malades. Et ils ne viennent plus. Et il y a un certain nombre de projets qui sont censés être mis en route, qui ne seront pas mis en route parce que les collègues n'en peuvent plus. Et la grève donc continue demain au collège de Petit-Bourg. On va parler environnement maintenant avec les étudiants ingénieurs de l'Université des Antilles qui organisaient aujourd'hui une journée consacrée à la COP21 ou plutôt à l'après-conférence sur le climat qui s'est tenue en décembre dernier à Paris. Une journée de sensibilisation à travers des animations et des expositions. Julien De Kuyper et Quentin van der Stichelen étaient sur place. Les étudiants ingénieurs se sont mobilisés ce jeudi 18 février afin de sensibiliser les jeunes, mais également les moins jeunes, aux problématiques écologiques. Un challenge relevé haut la main selon Josué, l'un des coordinateurs du projet. C'est une journée de sensibilisation à l'environnement. Donc elle consistait à sensibiliser la population sur les enjeux de la COP21 aux Antilles. Nous avons reçu ce matin des collégiens du collège d'Edmond-Bambuc et on a donc développé avec eux des activités scientifiques, des ateliers interactifs pour parler de cette COP21 et de ses enjeux spécifiquement pour le territoire antillais, plus précisément encore pour la Guadeloupe. Plusieurs associations étaient sur place, des animations étaient également proposées pour sensibiliser les jeunes collégiens. L'atelier de l'association Zia Mangrove qui a présenté une exposition sur la mangrove, sur la préservation de la mangrove. Il y a eu des jeux aussi pour les enfants. Il y avait l'association Élèves Ingénieurs Guadeloupe qui a présenté aux jeunes des vidéos interactives de la COP21. Voilà, donc c'était assez animé. L'After COP21, c'est également un travail d'équipe où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Le matin, certains animaient les stands. Ce soir, d'autres appréhendent quelque peu l'animation de la conférence. À vrai dire, je suis un peu stressée quand même. Mais bon, j'essaye de préparer ça correctement et en espérant que ça se passe bien aussi ce soir. C'est vraiment un travail d'équipe. Tout le monde est impliqué et on y va à fond.
Le collectif After COP21, c'est un projet qui a été monté par les étudiants pour sensibiliser la population et générer des vocations. Ces futurs ingénieurs qui ne manquent pas de créativité sont déjà portés vers ces nouveaux enjeux. Ouvrons à présent notre page consacrée à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Le président américain Barack Obama a annoncé aujourd'hui qu'il se rendrait à Cuba les 21 et 22 mars prochains avec son épouse Michelle. Au cours de cette visite de 2 jours, il rencontrera son homologue Raúl Castro, mais aussi des membres de la société civile. Barack Obama qui a également promis d'aborder la question des droits de l'homme avec les autorités cubaines. La Caraïbe qui a d'ailleurs fait le plein de touristes en 2015, c'est ce qu'a déclaré l'Organisation du tourisme des Caraïbes. Nous irons également ce soir en Jamaïque avec notamment une ancienne Miss Monde qui est devenue ministre de la Jeunesse et de la Culture. Voici la Minute Caraïbe. C'est la première fois que la Caraïbe surpasse toutes les autres régions du monde en termes de croissance des arrivées de touristes. L'Organisation du tourisme des Caraïbes, la CTO, informe que l'année 2015 a dépassé toutes les attentes. Alors que les plus optimistes tablaient sur une croissance de 4 à 5%, le tourisme caribéen a cru de 7% en 2015, accueillant 28,7 millions de visiteurs. En outre, les dépenses du tourisme ont augmenté de 4,2%, générant un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars. Hugh Riley, le secrétaire général de la CTO, informe que c'est la 6e année consécutive de croissance pour les Caraïbes. Riley attribue cette forte croissance à l'amélioration des conditions économiques mondiales, notamment nord-américaines, à la chute des prix du pétrole, à l'augmentation des capacités de sécurité et à la commercialisation vigoureuse des pays membres de la CTO. Tous les marchés émetteurs sont au vert. Les États-Unis, le Canada, l'Europe, les Caraïbes et l'Amérique du Sud, et même le marché intra-régional caribéen qui affiche des résultats qu'il n'avait jamais eus auparavant. Hugh Riley informe que les perspectives pour 2016 restent bonnes, avec une croissance envisagée de 4,5 à 5,5%. Liza Hanna, la très jolie ministre de la Jeunesse et de la Culture, est une ancienne Miss Jamaïque devenue Miss Monde en 1993 et ancienne star de séries télé. La plus jeune ministre du gouvernement jamaïcain supervise au quotidien 13 organismes sociaux et siège à l'UNESCO en qualité de présidente de la Commission nationale de la Jamaïque. En moins de 20 mois depuis sa nomination, Mademoiselle Hanna a mené la rénovation ou la refondation de 3 musées nationaux en s'assurant que la structure et l'étoffe du riche patrimoine de la Jamaïque soient préservées et mises en avant. Elle a piloté des actions législatives et politiques visant à protéger les enfants en veillant à ce qu'ils ne soient plus maintenus en détention avec des adultes. Aujourd'hui, la ministre de la Jeunesse de la Jamaïque, issue du métissage noir, chinois et libanais, développe des ateliers de formation pour la jeunesse jamaïcaine. Ces ateliers de formation vont de la santé et le bien-être à l'autodiscipline, l'automotivation, la présentation et l'aide à la prise de parole en public, programme qu'elle entend développer à travers la Caraïbe. Décidément, la Jamaïque est l'île des stars. C'est le groupe de reggae jamaïcain Morgan Heritage qui a remporté le Grammy Awards avec son album Strictly Roots pour le titre du meilleur album de reggae 2015. Morgan Heritage l'a remporté face à de sérieux concurrents comme Jah-Cure, Barrington Levy, Luciano ou encore Rocky Dawini. Une récompense qui fut la fierté du gouvernement jamaïcain et plus particulièrement de la ministre jamaïcaine de la Jeunesse et de la Culture, Liza Hanna, qui a rappelé à quel point le reggae représente une grande part de la culture de la Jamaïque et la grande fierté qu'elle ressent à chaque fois qu'un artiste jamaïcain est reconnu à l'échelle internationale, particulièrement lors d'événements d'envergure tels que les Grammy. Quant au Morgan Heritage, ils ont été beaucoup plus laconiques, avec un simple merci à tous nos fans, Yes Jah. On va rester quelques instants dans notre grande région avec ce chiffre, 6000%. C'est le pourcentage d'augmentation du prix de l'essence au Venezuela. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis une vingtaine d'années. Le litre d'essence super coûte désormais 6 bolivars, soit 54 centimes d'euros, contre 0,097 bolivars auparavant, soit 0,008 centimes d'euros.
On revient en Guadeloupe avec du tennis et la Coupe Davis, J-15 avant le début du premier tour. Aujourd'hui, le dernier ingrédient de la terre battue n'a pas pu être ajouté à cause du mauvais temps. Alors il faut savoir qu'un homme suit avec attention toutes les étapes. Il s'agit de Bruno Slastan. Depuis 1989, c'est le responsable des cours de Roland-Garros. Son portrait est signé Éric Pommier. Bruno Slastan, spécialiste des infrastructures de tennis, est l'homme par qui le succès de l'équipe de France passera pour le premier tour de la Coupe Davis. Il est responsable des cours de Roland-Garros depuis 1989 et donc la terre battue, il la connaît sur le bout des doigts, suffisamment en tous les cas pour fabriquer un central sur mesure. Objectif, optimiser les chances de la France de battre l'équipe du Canada et particulièrement le terrible cogneur Milos Raonic. Les matériaux qui sont mis ici en Guadeloupe sont les mêmes matériaux que sur le central de Roland-Garros. Ça nous vient de Saint-Maximin dans l'Oise. On a tenu à faire un cours qui était similaire à celui de Roland-Garros. Alors ensuite, Raonic, c'est pas un secret, hein, c'est un gros serveur. Donc plus le cours sera rapide, moins ça avantagera les Français. Effectivement, on peut ralentir la surface. Alors c'est pas tricher, hein, c'est des petites astuces. Et à partir de l'instant où la compétition est faite comme ça et quand on reçoit, on a le droit de moduler la surface, eh bien, on va pouvoir la ralentir. Maintenant, on est dans les normes. On a les épaisseurs, on a tout ce qu'il faut. Donc de ce côté-là, on est dans les clous. On peut effectivement moduler la vitesse. Cet homme venu tout droit de la Picardie, malgré un nom à consonance des pays de l'Est, ne compte plus ses heures de travail depuis qu'il est en Guadeloupe. Il faut impérativement que la structure soit prête. L'équipe en place doit composer malgré quelques turbulences météorologiques. Qu'importe, Bruno Slastan sait faire face aux imprévus. On a essuyé un orage ce matin là, qui nous a mis un peu sur le carreau. Donc, comme c'est un matériau qui est vraiment friable, quand il prend l'eau, on ne peut pas le travailler. Donc il a fallu qu'on l'aère, ça fait du travail supplémentaire, et le bâcher avec les bâches de protection pluie. Et ça nous a fait perdre un peu de temps, mais bon, ça fait partie du jeu, on est habitué. 25 ans à côtoyer le monde du tennis et particulièrement tous les grands de la petite balle jaune, Monsieur Terre battue a fini par se faire des amis, parfois dans des situations plutôt cocasses. Alors, une anecdote, ouais, je ne sais plus l'année, c'est quand Nadal gagne, il a gagné tellement de fois que je ne me rappelle plus. J'étais en train de boire une coupe de champagne sur le banc joueur, après la remise des prix, il était, je sais pas, 20h, 21h. Et il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir à côté de moi, en tournant la tête, en fait c'était lui, c'était Nadal. Donc on a discuté comme ça pendant 10 minutes. Et en fait c'est des moments un petit peu comme ça qu'on se garde pour nous, parce que c'est pas un ami, mais on se connaît maintenant vraiment bien. Ça c'est quelque chose qui m'avait fait vraiment plaisir. Bruno Slastan aime son activité, construire des cours ici ou ailleurs, voyager, rencontrer des gens, travailler en équipe, se lancer dans des challenges fous, c'est sa vie. Mais il avoue que construire en centrale, en plein cœur d'un vélodrome, restera certainement, avec le Stade de Lille, une de ses plus folles réalisations, et sous le soleil de Guadeloupe, un de ses plus grands privilèges. Et demain, si le temps le permet, le dernier ingrédient de la terre battue, la brique rouge pilée, sera donc ajoutée au craon. On va parler culture avec le mois de l'Afrique qui se poursuit dans notre département. Jusqu'au 29 février, l'école I2M Subdeco propose une exposition de photos intitulée « Les pépites noires ». C'est à Pointe-à-Pitre. Visite en compagnie de Karine Gielman. Des sportifs, des écrivains, des sourires de légende, des hommes et surtout des femmes. Toujours dans le combat, et féministe certainement, il faut, voilà, j'ai toujours envie de dire aux filles, aux femmes, venez, bougez, faites des choses, voilà, il faut faire des choses, il faut être en mouvement, et c'est réellement cette partie-là qui est importante, et puis de se rappeler d'où on vient, et de ceux qui ont fait des choses formidables avant nous. I2M, une école de management située à Pointe-à-Pitre, entend bien faire devoir de mémoire en exposant au fil de ses cours des figures marquantes de l'Afrique jusqu'aux États-Unis en passant par les Caraïbes aux yeux de ses étudiants. Et il était effectivement important que nos jeunes arrivent effectivement à voir tout ce qu'a fait la communauté afro-africaine pour qu'ils arrivent effectivement à se représenter. Donc nous on l'a fait parce qu'on trouve que c'est bien, parce que de toute façon il y a énormément et toujours maintenant des grands personnages sur nos murs, donc dès l'instant où ils ont du temps, etc., il est important qu'ils puissent les regarder pour, comme on dit, se projeter et puis se rappeler qu'on a fait des choses formidables. Des figures qui ont construit l'histoire, une histoire de femmes en politique et de femmes de paix, un combat de droits civiques, un combat pour les femmes, mais aussi un héritage musical de Youssou N'Dour à Baba Mal, à Angélique Kidjo, à Ali Farka Touré, jusqu'aux rives de la Guadeloupe, avec Patrick Saint-Éloi.
Et une exposition donc à découvrir jusqu'au 29 février. On va parler météo maintenant avec le soleil qui sera au rendez-vous demain en Guadeloupe. Il sera tout de même accompagné de quelques averses dans la région de Saint-François ainsi que sur l'île de la Désirade. Les températures dans la matinée afficheront entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rendez-vous sportif quotidien, Minute Sport, suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Votre soirée sur Alizé, un téléfilm intitulé « Mon bébé a disparu ». Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.